Nous sommes en Belgique, devant la ville d'Anvers, en novembre 1832. Alors que le roi de Hollande refuse d'évacuer la citadelle, les troupes françaises de Louis-Philippe font le siège de la cité. À l'aide de canons, à l'aide d'obusiers, à l'aide de mortiers, l'artillerie tricolore fait feu sur les murailles et par-dessus les défenses. Les ingénieurs déploient même une arme nouvelle, surnommée le mortier monstre, qui peut tirer des projectiles pesant jusqu'à 500 kg. L'infanterie française se prépare ensuite à donner l'assaut et à libérer la ville pour le compte du roi des Belges. Pendant ce temps, à plus de 1000 km de là, les Polonais ont aussi appelé les Français à l'aide. Moins de 20 ans après avoir servi dans l'armée de Napoléon, les habitants de Varsovie se révoltent contre l'occupant russe, mais sont réprimés par les armées du tsar. Louis-Philippe ne voulant pas s'ingérer dans les affaires de ses voisins, il n'envoie aucun soldat défendre la Pologne, laissant Saint-Pétersbourg massacrer les derniers résistants. Ainsi, la monarchie de Juillet adopte une politique étrangère paradoxale, mais destinée à se faire une place dans l'équilibre européen. Si Paris intervient chez son voisin belge, c'est pour défendre Léopold, qui a été reconnu roi par les grandes puissances. S'il n'intervient pas dans les affaires polonaises, c'est pour assurer la Russie, la Prusse et l'Autriche. Ces trois pays se méfient en effet de l'insurrection qui a porté Louis-Philippe au pouvoir, et ce dernier cherche à se rendre légitime. C'est désormais chose faite, quoique le roi des barricades ait rapidement mis au devant de nouveaux défis en politique intérieure. Tandis que le drapeau bleu, blanc et rouge s'impose contre le drapeau blanc des royalistes, de nouvelles bannières rouges et noires vont à leur tour bouleverser l'Europe. Avec Noël en approche, pensez à offrir ou à vous offrir un petit bout d'histoire de France avec les éditions Phoenix. Antiquité, Moyen-Âge, Grand Siècle, Révolution, Empire, 19e siècle, notre partenaire vous propose un catalogue complet sur les grands personnages du passé. Écrits par des auteurs anciens, ces livres sont réédités dans un format d'exception pour faire le parfait cadeau à déposer sous le sapin. Avant les fêtes, tous les livres passent exceptionnellement à 40 €. Ne manquez pas leurs incontournables avec le Napoléon et l'histoire de France de Jacques Bainville, ce dernier étant également disponible en édition collector. Doté d'une vingtaine d'illustrations, d'un papier unique avec des motifs traditionnels et d'un double embossage avec dorure sur la couverture, cet ouvrage sera la pièce maîtresse de votre bibliothèque. Alors, avant Noël, pensez aux éditions Phoenix pour être sûr de faire le meilleur des cadeaux. La livraison en mondial relais passe à 1 centime sur toutes les commandes et une partie des bénéfices est toujours reversée à des projets de défense du patrimoine. Le lien se trouve juste en dessous, alors bonne vidéo avec les éditions Phoenix. Entre 1830 et 1832, Louis-Philippe réussit à légitimer son pouvoir à la fois en France et en Europe. Dans les affaires intérieures, il est soutenu par la bourgeoisie d'affaires, dont Laffitte et Thiers, qui sont entrés dans le gouvernement. Dans les affaires extérieures, il est soutenu par la Grande-Bretagne. Les deux nations se sont souvent faites la guerre dans les siècles passés, mais partagent désormais un système de valeurs libéral et sont toutes deux engagées dans la révolution industrielle. Pour l'instant, ce sont les Britanniques qui sont en avance sur les Français, mais ces derniers rattrapent peu à peu leur retard. À Paris, à Lyon, à Nantes comme à Lille, les fabriques se couvrent de cheminées tandis que les ateliers s'équipent de machines à vapeur pour accélérer la production. Par contre, si la petite bourgeoisie profite de ces transformations qui enrichissent les commerçants, d'autres catégories de population n'ont pas cette chance. Dans les mines et dans les usines de l'industrie naissante va donc naître une nouvelle force d'opposition qu'on appellera bientôt la classe ouvrière. Pourtant, dès les premières années de son pouvoir, Louis-Philippe prend soin d'inscrire sa couronne dans une dynamique populaire. Il sait qu'il doit son trône à la grande bourgeoisie parisienne, mais il sait aussi que les bourgeois doivent la victoire aux masses d'artisans et d'ouvriers qui sont venus grossir les rangs de la révolte. On dit souvent que les Trois Glorieuses ont été l'alliance entre la blouse et la redingote, c'est-à-dire que les travailleurs en blouse, les ouvriers, ont combattu aux côtés des travailleurs en redingote, les bourgeois. L'insurrection a été initiée par les députés d'opposition, mais n'aurait pas été possible sans le soutien des populations vivant dans les faubourgs. De plus, le rôle des vétérans de la Grande Armée a été absolument déterminant durant les 3 journées révolutionnaires. Lorsque les anciens soldats de Napoléon sont descendus dans les rues, ils ont intimidé la garde royale et ont provoqué la désertion des troupes de Charles X. Le nouveau souverain serait ainsi bien avisé de faire attention et de ne pas donner l'impression que son pouvoir est uniquement au service des hommes d'affaires. Aussitôt dit, aussitôt fait, Louis-Philippe commande immédiatement un tableau qui fera grandement parler de lui à travers l'histoire. D'abord intitulé « Scène de barricade », on peut y voir une femme portant le drapeau tricolore, ce qui est en fait une allégorie représentant l'idéal de liberté auquel les Parisiens aspirent. À sa droite, le peintre y représente des bourgeois armés de fusils, à sa gauche, il dessine un jeune garçon issu des quartiers populaires venu célébrer la victoire des insurgés. Le tableau symbolise donc l'union de deux classes sociales autour d'un même combat qui est censé aboutir à la nomination de Louis-Philippe sur le trône.
Renommé plus tard en La liberté guidant le peuple, ce chef-d'œuvre signé Delacroix est l'une des peintures les plus marquantes du XIXe siècle. Reste à savoir si cette symbolique romantique suffira à rendre le roi populaire auprès des masses. Après la Révolution, la monarchie de Juillet prend la tête d'une France complètement recomposée. La politique opposait jusqu'ici l'aristocratie, faite de nobles et de propriétaires terriens, à la bourgeoisie, faite de banquiers et d'artisans indépendants, mais la première est vaincue après 1830. Très vite, le royaume profite de ces bouleversements politiques pour accélérer sa révolution industrielle que la bourgeoisie d'affaires appelle de ses vœux. En 1832, on inaugure la première ligne de chemin de fer au nord de Lyon. 5 ans plus tard, des locomotives transportent des voyageurs entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. D'autres villes comme Bordeaux, Nîmes, Montpellier ou Strasbourg suivent le mouvement et accueillent à leur tour leur premier train. À partir de 1842, le gouvernement finance lui-même la construction de ces réseaux de transport selon un slogan simple et efficace. Fortune générale, fortune locale, fortune privée, la Railway Mania qui s'est emparée des Britanniques est importée en France, qui passe ainsi de 0 à 1900 km de voies ferrées. Louis-Philippe devient ainsi le moteur de l'industrie nouvelle, car c'est la seule façon pour lui d'enrichir la petite comme la grande bourgeoisie qui constitue après tout ses principaux soutiens. Sous son règne, la production agricole augmente de 37%, la production de fonte augmente de 47%, les volumes d'extraction, de transport et de livraison de charbon sont multipliés par 3. Cette croissance industrielle stimule le commerce, ce qui augmente le revenu moyen des citadins et ce qui tend à rendre le roi populaire dans les grandes villes. En plus, la réussite économique est associée à la réussite politique, comme le rappelle l'un des ministres les plus emblématiques de la monarchie de Juillet. Enrichissez-vous, déclare François Guizot, et vous deviendrez électeur. Le ministre estime donc que la révolution industrielle permet à chacun de faire fortune et de mériter le droit de vote. Par contre, si les transformations économiques rendent le roi des Français populaire auprès des plus fortunés, une autre catégorie de population ne profite pas forcément du progrès technique. À la fin du règne de Louis-Philippe, il y aurait environ 5 à 6 millions d'emplois industriels pour une population comptant un peu plus de 36 millions d'âmes. Cela fait 15% des habitants qui travaillent avec des machines ou avec des chemins de fer, proportion qui peut monter jusqu'à 25% dans certaines régions. Le problème, c'est que tous les ouvriers ne perçoivent pas de salaire décent et que beaucoup subissent des conditions de vie très difficiles. Si la liberté de la presse est rétablie après les Trois Glorieuses, les ouvriers qui publient des tracts pour demander une augmentation de salaire sont immédiatement arrêtés. De même, si les bourgeois ont retrouvé le droit d'association après la chute de Charles X, les employés qui se réunissent à la sortie des usines sont dispersés par la police. Quant à ceux qui osent discuter les ordres de leurs contremaîtres, ils sont immédiatement poursuivis par les gendarmes, voire emprisonnés sans procès. En fait, la seule solution possible pour les ouvriers qui ne s'enrichissent pas, c'est de se mettre en grève et de casser les machines. La révolution industrielle transforme ainsi la lutte sociale, qui s'inscrit alors dans une dynamique de lutte des classes, opposant désormais la classe bourgeoise à la classe ouvrière. Ce terme de lutte des classes est d'abord inventé par des penseurs libéraux comme François Guizot, qui désigne le combat de la bourgeoisie contre l'aristocratie, mais qui n'ont pas su anticiper les évolutions. Les travailleurs en blouse ne sont plus les alliés de circonstance des travailleurs en redingote, ils deviennent en fait des opposants politiques qui sont prêts à prendre les armes pour défendre leurs intérêts. À la sortie de la Révolution de 1830, la classe ouvrière est encore ultra minoritaire dans le pays, mais elle subit de plein fouet les crises sociales. Les historiens la divisent pour l'instant en deux catégories. Il y a ceux qui travaillent dans le domestic system et ceux qui travaillent dans le factory system. Ces deux termes anglophones désignent la manière dont les ouvriers sont employés avec des conséquences dans le développement des conflits politiques. Dans le premier cas, le domestic system désigne les employés de petites structures indépendantes. Il s'agit souvent de paysans qui offrent leurs services auprès d'artisans ou de commerçants dès lors qu'ils ont terminé les travaux des champs. On les appelle parfois les ouvriers agricoles car ces derniers vivent dans les campagnes et ne se rendent en ville que de façon temporaire. À côté, le factory system se développe rapidement sous la monarchie de Juillet. Il désigne plutôt les ouvriers qui sont employés à temps plein dans les usines et qui vivent à proximité de leur lieu de travail. Cette différence est absolument fondamentale car contrairement aux employés d'un domestic system, les employés d'usine habitent souvent des zones urbaines et développent rapidement une conscience de classe. Comme ils vivent à proximité des bourgeois qui profitent de la révolution industrielle pour s'enrichir, ils sont en mesure de comparer leurs conditions de vie avec celles des autres. Par exemple, quand les chefs d'entreprise achètent de nouvelles machines, ils s'indignent de voir des dizaines d'employés perdre leur emploi au prétexte que la technologie réduirait le nombre de bras nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Et quand ils regardent les beaux quartiers où les populations vivent parfois dans l'opulence, ils ne comprennent pas pourquoi leurs salaires sont parfois baissés de façon arbitraire.
1831, c'est-à-dire seulement un an après la Révolution de Juillet, les premières révoltes ouvrières secouent la France de Louis-Philippe. À Lyon, les employés du secteur de la soie, qu'on appelle les canutes, cassent les machines à vapeur et se mettent en grève. Le 21 novembre, la garde nationale est alors déployée autour des fabriques de tissus pour contraindre les employés à retourner travailler. Si vous vous souvenez bien, cette garde nationale est un corps de civils en armes composé d'habitants des grandes villes chargés du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas tous issus de familles riches, mais proviennent des milieux bourgeois qui soutiennent politiquement le régime orléaniste ou qui du moins ne s'y opposent pas. Problème, la situation devient hors de contrôle quand les gardes nationaux tirent sur la foule à balles réelles. Plusieurs canutes sont mortellement blessés, si bien que la tension monte d'un cran entre les deux groupes. Aux armes, crient certains grévistes, on assassine nos frères, reprennent les émeutiers en chœur. Les plus courageux se jettent alors sur les soldats, puis les achèvent à coups de pelle, à coups de pioche ou à coups de marteau. Or, sans les forces bourgeoises pour assurer le maintien de l'ordre, l'ancienne capitale des Gaules passe carrément sous le contrôle des canutes pendant plusieurs jours. Les ouvriers investissent les bâtiments publics, ils barricadent les routes, ils saisissent les fusils et les arsenaux. Quand les munitions viennent à manquer, ils font même fondre des couverts et des outils pour recharger leurs armes. Le gouvernement est sous le choc, au-dessus de Lyon ne flotte plus le drapeau tricolore mais plutôt le drapeau noir. Noir, comme la couleur du deuil ressenti après le massacre des ouvriers par la garde, noir aussi comme la colère des canutes qui exigent d'être entendus. À la surprise générale, les employés du secteur de la soie ont ainsi pris le contrôle de la ville de Lyon, obligeant le gouvernement de Paris à réagir immédiatement. Le constat des orléanistes est cependant très différent de leurs attentes. Les canutes ne seraient pour eux que des barbares, dont le comportement ressemblerait à ceux des sauvages habitant les contrées du Caucase. Cette comparaison osée est signée Saint-Marc de Girardin et témoigne d'un profond mépris que ressentirait une partie de la haute société envers les ouvriers lyonnais. Pourtant, loin d'avoir livré la ville au pillage comme on pouvait s'y attendre, les canutes tentent plutôt de s'organiser en établissant un véritable projet de société. Ils ont un drapeau, le drapeau noir, mais également une devise qui résume en quelques mots leurs revendications. Celle-ci est somme toute assez simple, vivre en travaillant ou bien mourir en combattant, signe que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si le travail ne permet pas de s'offrir un avenir. Pendant quelques jours, la ville de Lyon vit ainsi détachée du reste de la France et les canutes assurent même un service d'ordre pour protéger les commerçants. C'est une situation quasiment unique dans l'histoire européenne où les insurgés issus de la classe ouvrière assurent eux-mêmes des fonctions de gouvernement local. Puis, alors que la couronne prépare sa réponse, certains meneurs convertissent la lutte sociale en lutte politique. La foule commence à chanter la Marseillaise, ce même chant qui a été rejeté par Louis-Philippe, et se met à crier « République, République ». Loin d'être une révolte de barbares assoiffés de sang, l'insurrection de 1831 annonce en fait une mutation profonde dans la vie politique française. Les canutes sont sur le point de bouleverser l'histoire de France, et avec elle, l'histoire de l'Europe et du monde. À la fin de l'année 1831, la France qui se relève à peine de sa révolution parisienne des Trois Glorieuses subit une nouvelle insurrection, cette fois-ci à Lyon. C'est le drapeau noir qui flotte sur les toits de l'hôtel de ville, une bannière qui entend rallier les oubliés de la révolution bleu-blanc-rouge. En réaction, le gouvernement envoie une armée de 20 000 hommes pour encercler l'ancienne capitale des Gaules. Le roi menace de faire feu sur la ville si les canutes ne retournent pas au travail, considérant qu'ils ne sont que des barbares sans foi ni loi. Pourtant, de nombreux observateurs comme Chateaubriand estiment que le régime orléaniste se trompe sur la nature des ouvriers lyonnais. Pour l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, ces derniers ne seraient pas des sauvages assoiffés de sang, mais plutôt les avant-gardistes d'un combat politique audacieux. Cette révolte annonce la fin d'une société et le début d'une nouvelle, écrit-il. C'est presque ironique, le défenseur en chef des valeurs de l'aristocratie déchue se montre plus compréhensif que les vainqueurs de la révolution bourgeoise. Chateaubriand ne saurait si bien dire qu'à la révolte des canutes accélère le développement de l'idéologie socialiste qui bouleversera l'histoire du monde à tout jamais. Lorsque l'armée française débarque dans la ville de Lyon pour établir l'autorité, les insurgés ne résistent pas et baissent les armes. L'insurrection n'a pas été suivie dans les campagnes et les autres villes sont restées fidèles au gouvernement, la situation revient donc à la normale sans que la troupe n'ait tiré le moindre coup de feu. 3 ans plus tard, en 1834, les propriétaires d'usines réduisent encore le salaire des ouvriers, prétextant cette fois-ci une mise en concurrence avec des produits étrangers. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les canutes se mettent en grève et la garde nationale est une fois de plus appelée en renfort. Cependant, tirant les leçons du passé, les Lyonnais sont également protégés par le 7e régiment d'infanterie de ligne. Les chefs d'usine consentent quand même à négocier avec les ouvriers, mais leur font bien comprendre qu'à la moindre révolte, la garde et l'armée sont prêtes à leur tirer dessus.
De plus, afin de punir les fauteurs de troubles, les autorités de la ville font juger les meneurs d'hommes en les faisant passer devant un tribunal. Ils font amener des témoins qui sont chargés de révéler les soi-disant crimes commis par les grévistes, espérant voir les plus turbulents croupir en prison. Le problème, c'est que les canuts accusent les témoins de mentir et d'avoir été achetés par leurs employeurs pour inventer des faits de toutes pièces. Ils crient au scandale et à la manipulation, estimant qu'il s'agit là d'un faux procès. Immédiatement, les bourgeois appellent en renfort le 7e régiment d'infanterie de ligne, mais certains soldats ont un comportement inattendu. Nombre d'entre eux fraternisent avec les ouvriers en signe d'apaisement, intimidés peut-être par l'arrivée des vétérans de la Grande Armée qui descendent à leur tour dans les rues. Comme à Paris 4 ans plus tôt, les anciens de Waterloo et d'Austerlitz sont prêts à se battre pour renverser l'autorité et transforment rapidement la ville en champ de bataille. Le 5 avril 1834, Lyon est encore une fois le théâtre d'une révolution ouvrière et celle-ci est encore plus grave que la précédente. Les canuts sont en effet rejoints par des vétérans de Napoléon qui entraînent avec eux des soldats ainsi que des ouvriers issus d'autres secteurs industriels. L'émeute prend alors une allure complètement disproportionnée, la garde nationale, épaulée par la troupe restée fidèle aux officiers du 7e de ligne, tire sur absolument tout le monde. Hommes, femmes, enfants des quartiers populaires, les Lyonnais ont recours aux pires violences pour mater les émeutiers. Le 5, le 6, le 7 et le 8 avril, puis ainsi de suite jusqu'au 15, les rues de Lyon se transforment en véritable zone de guerre. Adolphe Thiers, qui entre-temps est devenu ministre de l'Intérieur, se montre absolument inflexible avec l'insurrection. Il faut persister jusqu'au bout, ordonne-t-il au régiment du 7e, il faut persister sans jamais évacuer Lyon. Certains évoquent même l'idée de brûler une partie de la ville pour se débarrasser des émeutiers, de la même façon que les Russes avaient brûlé Moscou pour vaincre la Grande Armée. La couronne n'en vient finalement pas à une telle extrémité, mais c'est quand même à force de coups de feu et de bombardements au canon sur les barricades que le soulèvement est écrasé. Qu'importe, même si les canuts sont vaincus pour la 2e fois d'affilée, l'un d'entre eux se risque à faire une prophétie pour tenter de rassurer les siens. Connu sous le nom de Marinier, cet ouvrier encore sonné par la férocité de la répression écrit la phrase suivante. « Nos efforts feront ouvrir les yeux à ceux qui n'ont pas suivi notre exemple. Nous ne sommes pas des faits, affirme-t-il, nous avons simplement reculé. » Pour ainsi dire, les mots de Marinier vont avoir un écho particulier à travers l'histoire. Après les événements de Lyon, les critiques contre la couronne fusent à droite comme à gauche, les opposants accusant le régime orléaniste de n'avoir défendu que les chefs d'usine. En plus, les récits des opprimés alimentent le débat politique qui lui aussi est en pleine mutation sous la monarchie de Juillet. Dans les années 1830, de nombreux intellectuels sont convertis aux idées défendues par un vieil utopiste appelé Saint-Simon. Ce penseur est mort en 1825, mais ses idées sont toujours populaires dans les universités. Or, selon les Saint-Simoniens, les pontifes du gouvernement devraient être remplacés par des ingénieurs éclairés. Ce serait la seule façon, disent-ils, d'emmener la société vers la prospérité en la guidant selon des idéaux scientifiques. La couronne devrait également tout faire pour augmenter le niveau de vie des petites gens au lieu de chercher à écraser la contestation. Peu à peu, dans les cercles saint-simoniens naît un nouveau courant politique que les journalistes vont appeler le socialisme. Ses partisans demandent notamment des augmentations de salaire ainsi que du travail pour tout le monde via la création d'ateliers nationaux. Si les machines à vapeur remplacent les ouvriers, alors l'État devrait être capable selon eux d'embaucher les chômeurs pour permettre à chacun de gagner sa vie. Puis, au milieu des années 1840, le socialisme donne à son tour naissance à un autre courant politique. Porté par un autodidacte nommé Proudhon, ce franc-comtois critique surtout les abus du droit de propriété tels que défendus par les révolutionnaires en 1789. Là où le petit propriétaire, écrit Proudhon, comme l'artisan ou le commerçant, devient libre grâce à son outil de travail, le grand propriétaire, comme le patron d'usine, réduirait les êtres humains en esclavage. Le petit atelier représenterait l'indépendance, le factory system impliquerait une hiérarchie sociale avec des rapports de maître à esclave. Il conclut donc que la propriété c'est le vol et que l'État devrait être aboli car il protégerait forcément les intérêts des financiers. Vous l'aurez compris, Proudhon est le fondateur de l'anarchisme qui veut créer une société sans grand propriétaire, sans factory system et sans hiérarchie. Pendant les années 1830 et 1840, la révolution industrielle nourrit les débats politiques en France comme ailleurs et donne naissance à de nouvelles idées. Les courants socialistes et anarchistes se développent peu à peu et commencent à se structurer, ils veulent notamment encadrer ou limiter le droit de propriété de la bourgeoisie d'affaires. Ironie ou hasard de l'histoire, c'est au même moment qu'un journaliste allemand fuyant la répression de l'État prussien trouve refuge à Paris, rue Vaneau.
En 1842, un certain Karl Marx emménage dans la capitale et se prend de passion pour la question sociale. Coiffé d'une barbe volumineuse qui lui donne des allures de prophète, le jeune Marx entend non seulement participer au développement du socialisme, mais veut également y apporter sa contribution philosophique. Selon lui, le fait que la grande bourgeoisie réprime les ouvriers lyonnais ne serait pas une surprise. En fait, en tout temps et en tout lieu, dit-il, il y aurait eu une classe dominante et une classe dominée. Pendant l'Antiquité, les dominants furent les maîtres et les dominés furent les esclaves. Pendant le Moyen-Âge, les dominants furent les nobles et les dominés furent les bourgeois. Ce qui marque la différence entre les deux classes, ce serait la propriété des moyens de production qui permettrait à tel ou tel groupe de contrôler le destin des autres. Ainsi, selon Marx, si les nobles ont dominé les bourgeois pendant des siècles, c'est surtout parce que la richesse provenait de l'agriculture et que les champs étaient la propriété de l'aristocratie. Après 1789 et 1830, les bourgeois ont pris le pouvoir et sont devenus la classe dominante car ils contrôlent les usines et les machines. Ils posséderaient donc les moyens de production industrielle et asserviraient la classe ouvrière avec la complicité active de l'État. Cette vision de l'histoire s'appelle le matérialisme historique et c'est l'un des fondements du courant marxiste. En effet, si la révolution industrielle ferait de la classe ouvrière une classe dominée par la classe bourgeoise, Marx estime qu'elle devrait à son tour se révolter. L'insurrection devrait selon lui créer la société communiste où les moyens de production seraient mis en commun. Il appelle alors les grands propriétaires d'usines le patronat, tandis que les travailleurs seraient le prolétariat. Même si le jeune philosophe est presque un inconnu au bataillon à l'époque où nous parlons, son héritage sur la pensée socialiste va devenir prédominant au fur et à mesure du temps. Bref, que retenir de ce régime orléaniste parvenu sur le trône en 1830 ? Dans un sens, Louis-Philippe permet à tout un pan de la société française de s'enrichir et d'entrer dans la modernité. Dans un autre, une part importante de la population ne profite pas du progrès technique. Quand la croissance porte l'industrie, le gouvernement semble à l'abri de la contestation. Dès lors que la crise frappe le royaume, l'opposition revient à la charge contre la couronne. Les socialistes veulent augmenter les salaires et embaucher les chômeurs, tandis que des courants radicaux comme les anarchistes ou les communistes émergent peu à peu. Ces idées sont encore ultra minoritaires, mais deviennent de plus en plus populaires dans les grandes villes où la question sociale interroge. De plus, il serait faux de penser que la condition ouvrière n'intéresse que la gauche. Chez les conservateurs aussi, les abus de l'industrie provoquent de l'émoi et de l'indignation. Chateaubriand, par exemple, mais aussi Tocqueville, accusent les chefs d'usine de manquer cruellement d'humanité. Sans se revendiquer ouvertement socialistes, ils voient parfois dans le progrès technique un déclin humain où les hommes et les femmes sont réduits à l'état de chiffres. Enfin, le courant bonapartiste connaît à son tour une profonde mutation portée par les évolutions politiques. Dans une prison d'État située dans la Somme, qu'on appelle le Fort de Ham, l'un des héritiers de l'empereur comprend que le soutien des vétérans de la Grande Armée ne suffit plus. Si la flamme impériale veut avoir une chance de brûler à nouveau dans le cœur des Français, il faudrait la renouveler dans le contexte de son époque. Cet homme, vous avez tous entendu parler de lui, il s'agit du neveu de Napoléon Ier, connu sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte. Condamné après 2 tentatives de coup d'état manquées, le futur Napoléon III se proclame lui aussi socialiste et prépare son appel aux armes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Merci aux éditions Phoenix d'avoir soutenu la chaîne en nous parrainant une fois de plus. Retrouvez toute leur collection de livres historiques en cliquant sur le lien juste en dessous. Offrez le meilleur des cadeaux pour Noël avec un ou plusieurs ouvrages d'exception et profitez d'une livraison mondiale relais à seulement 1 centime. Dans tous les cas, rendez-vous très vite pour l'épisode 7 où nous verrons comment le roi des Français tente de maintenir son image dans l'opinion. Comme souvent dans l'histoire, c'est par la guerre que les dynasties royales chercheront à faire oublier la politique intérieure. La France et l'Algérie sont à un tournant de leur histoire, alors à très vite sur Bataille de France.